de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, parce que j'espère bien qu'il y aura des hommes qui écouteront ce podcast. Je suis, comme annoncé, Hélène, une femme qui écoute, une femme qui observe et pour qui ce podcast de femme à femme s'est présenté comme une évidence. La vie est faite de hauts, de bas, et quand on est dans le creux de la vague, ça fait du bien d'entendre des témoignages de personnes qui sont passées par là. C'est la force de la sororité. Tous les mardis, je reçois une invitée qui partage un instant qui n'a pas été simple de sa vie, mais duquel elle est ressortie souvent beaucoup plus forte. Alors aujourd'hui, je reçois une femme qui a fait le choix de la lumière. Bonjour Vanessa. Bonjour. Est-ce que je t'ai bien défini? Ah, c'est parfait. J'ai aimé le choix de la lumière. Alors Vanessa, dis-nous vite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui? Alors, je vais parler d'une expérience que j'ai vécue, qui a commencé du moins il y a 9 ans maintenant, et ça s'appelle la PMA, ou on pourrait encore appeler un désir d'enfant, qui a été assouvi depuis, mais qui, voilà, ça s'est avéré plus compliqué qu'on attend ou qu'il n'y paraît. Procréation médicalement assistée. Exactement. PMA, c'est la procréation médicale assistée. Donc, c'est avoir un enfant aidé de techniciens, de biologistes, de médecins, avoir des rapports sexuels programmés, avoir un désir bien souvent qui a été longtemps inassouvi et qui est arrivé par la porte par laquelle on ne l'attendait pas. D'accord. Qu'est-ce qui t'a mené à la PMA, justement? Un œuf clair. Un œuf clair étant un œuf qui a été créé après la rencontre des gamètes, mais il n'y a pas d'embryon en fait qui est apparu dans cet œuf. Donc en fait, on a toutes les sensations de la grossesse, ou en tout cas au début, on a tout ce qui va avec, on se croit enceinte, mais on est enceinte d'un vide. Ouais, je pense que je peux dire ça. L'image est forte quand même, enceinte d'un vide. Et à quel moment on a diagnostiqué justement que cet œuf était vide? Que je me souvienne comment ça s'est passé. Souvent, lorsqu'on fait les tests de grossesse, la première fois, voilà, c'est ça. J'ai fait le test de grossesse et puis on va chez le médecin pour être bien sûr que ça va, qu'on est bien enceinte. Et là, le médecin va regarder l'œuf en faisant une échographie, soit il a fait sur l'abdomen ou en endovaginal. Et en endovaginal, c'est la possibilité qu'on a de voir le mieux l'œuf. Et là, le médecin voit une poche, mais sans rien à l'intérieur. Donc, la démarche du médecin, c'est de demander d'attendre 2 semaines et de revenir parce qu'il se dit peut-être qu'on a mal daté les dernières règles ou le rapport qui a été fécondant. Donc, je suis revenue 2 semaines après et l'œuf était encore vide. Et au vu de la date des dernières règles, au vu de ce qu'on explique au médecin, donc de la genèse de cette grossesse, là, il déduira que c'est un œuf clair. Avec aussi l'examen sanguin qui va donner la quantité de bêta-HCG, qui est une hormone sécrétée lors de la grossesse. Et donc, en fonction de ces résultats-là, il va être en capacité de juger que c'est un œuf clair ou une grossesse non évolutive, on peut dire ça aussi. Voilà. Donc, 2 semaines après, quand il te dit que justement c'est un œuf clair, comment vous réagissez? Parce que vous vivez à 2, cette Oui, grossesse. tout à fait, tout à fait. Ben, comme je disais, avant de rencontrer l'homme qui est mon époux maintenant, je pensais ne pas vouloir d'enfant. Et donc, être confrontée à cet épisode de vie ou cette aventure, je ne sais pas comment dire cette expérience, ça m'a fait réaliser, ça m'a fait vouloir une famille, ça m'a fait me souvenir que je voulais une famille, que je voulais avoir un enfant et qu'en plus, j'avais le fait que j'avais rencontré l'homme avec qui je voulais avoir cette famille-là. Donc, comment on a réagi? On a été dévastés, bien évidemment, même si on s'y attendait pas, même si on se disait non, c'est pas le moment. Mais en fait, c'est ça. Au départ, on est surpris par la nouvelle. Et une fois qu'on sait que finalement, ce qui est devenu un projet ne va pas aboutir, on est dévasté. Voilà. Et en plus, c'est arrivé en revenant d'un séjour aux États-Unis.
je me souviens. Et on avait passé 3 semaines extra. Ça avait été notre premier long voyage en amoureux. Donc, ça s'avérait être la conclusion parfaite. Exactement. Exactement. Et donc, c'est la première épreuve de couple aussi. Et c'est une épreuve quand même assez corsée que de voir naître ce désir d'enfanter, ce désir de parentalité, et de le voir en fait, disparaître, 1 mois après l'avoir su. Oui, à peu près. Surtout que comment l'œuf clair est traité chirurgicalement ensuite, parce que c'est considéré comme une vraie grossesse. Donc, pour pouvoir enlever cet œuf clair, qui est finalement un corps étranger, on doit faire, au stade où j'en étais, je devais faire un curetage. Donc, ça veut dire anesthésie générale, et ça veut dire se faire gratter les parois de l'utérus pour pouvoir extraire... Voilà, exactement. Tout. Et j'ai le souvenir de me réveiller, les larmes coulant des yeux. Il y a... En salle de réveil, une infirmière me dit, elle passe la main sur mon bras, et elle a eu l'air de comprendre exactement ce que je vivais. Et elle m'a dit qu'on se relève de ça et que ça finira par aller. Et c'est la première personne que j'ai vue en ouvrant les yeux, et ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Surtout que ça n'allait pas être la première fois où je me réveille après justement une intervention qui scelle une grossesse non aboutie. Je sens que l'émotion est encore vive. Oui, vive. Parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs fausses couches. Mais je considère avoir été la maman, c'était des enfants pour moi. Alors, pour te connaître un peu, je sais que tu es quelqu'un d'hypersensible. Donc, même si cet épisode, on le sait, est derrière toi, d'ailleurs, tu vas nous expliquer comment tu as surmonté cela et ce qui s'est passé après et le bonheur que tu vis aujourd'hui, parce que je suis dans la confidence, tu me dis. Elle a 2 beaux enfants et je sais que tu es une hypersensible. Donc, même si tu as passé derrière tout cela, on sent encore l'émotion quand tu reparles de ces instants-là. Oui, beaucoup d'émotions. Et c'est toute l'émotion que je ressens aussi quand je regarde mes enfants et quand j'éprouve de la joie. Et quand je les qualifie souvent, je leur dis, vous êtes les petits cadeaux de maman, vous êtes mes petits miracles. Je leur dis ça tout le temps et ça me procure tout autant d'émotions parce que c'est vrai que j'ai mis 4 ans à avoir mon fils. 4 ans à avoir mon fils. Et là où je sais que je suis guérie de cet épisode de PMA et des fausses couches, à répétition, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais des fausses couches qui sont survenues dans ma vie, c'est parce que je ne sais plus les compter. Et pour moi, c'est un signe que ça va mieux. Absolument. Voilà. Donc, un autre épisode qui a été assez marquant pour moi, ça a été la grossesse extra-utérine et l'ablation d'une trompe. Et ça a été le 2e épisode où justement je me suis réveillée d'une opération et où on me dit... ça ira. Il m'a dit ça ira, mais il m'a dit avant, il va falloir passer par la PMA. Je vous ai coupé une trompe parce qu'elle était pourrie. Un médecin d'ailleurs que j'aime beaucoup, somme toute, parce qu'il a été vraiment présent ensuite. C'est lui qui était la tête de cette PMA, en tout cas en Guadeloupe. Et bon, c'est ce qu'il m'a dit au réveil, quoi. Il m'a dit que bon, je pourrais pas, a priori que je ne pourrais pas avoir d'enfant seul, ou en tout cas que ça serait compliqué, qu'il valait mieux passer par la PMA. Donc, comment ça a commencé ? On commence à programmer une série de rendez-vous. Ensuite, on vous dit que le conjoint va devoir faire des spermogrammes. Il faut analyser tout, pour analyser le contenu du sperme, qu'il va falloir moi que je sois soumise aussi à une batterie de tests pour être bien sûr que j'étais fertile. Et là, on vous fait passer par le bilan d'infertilité. Alors, c'est une expression que maintenant je déteste parce que je sais le poids des mots
Et pour la parenthèse, je suis infirmière travaillant dans un laboratoire d'analyse médicale. Et souvent, j'ai affaire à des femmes qui viennent faire des bilans d'infertilité. Là, je les arrête en leur disant non, vous faites un bilan de fertilité. Absolument. L'importance des mots. Voilà, exactement. Parce qu'il est question là de saisir le taureau par les cornes. Il est question là de croire que ce qu'on veut et qu'on souhaite le plus au monde peut nous être accessible. Mais la première chose, c'est de changer nos pensées. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est vraiment exactement ce que j'ai fait. Au départ, c'est comme une massue. On rentre dans le programme, on fait ce qu'il y a à faire. Donc, je devais me faire des piqûres d'hormones, je ne me souviens pas, pour stimuler justement les ovaires à produire des ovules. Et il y a une chose aussi que je tiens à dire, c'est que le système médical français va tout de suite axer le regard vers la femme. Et elle va être, alors que c'est le couple qui est impliqué. Oui, c'est le couple qui est comment dire ça, qui a un souci de fertilité. J'aime pas les mots, mais je trouve pas comment les dire autrement. Mais c'est la femme la première qui doit faire des analyses. C'est la femme la première qui doit apprendre cette position gynécologique que je déteste devant une batterie de spécialistes. C'est la femme qui doit prendre les piqûres. Bon, voilà. C'est à double tranchant parce que la femme a dans son sein finalement le monde, une vie. La femme a dans ses entrailles le monde, effectivement. Mais en même temps, c'est vers elle qu'on va et c'est elle qui subit les douleurs que peuvent causer des piqûres tous les soirs, des intramusculaires et patati patata. Mais enfin, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, arrive le moment où on vous dit que vous avez des embryons parce que la rencontre des gamètes s'est faite en laboratoire, que vous avez une certaine quantité d'embryons et que on peut faire le premier transfert. Donc, on choisit de se faire transférer 1 ou 2 embryons. Enfin, voilà. Les autres sont congelés. Donc, le premier transfert est un transfert, on va dire, frais. Les autres ont des transferts congelés. Et là, on parle donc d'avoir des enfants. Et aucun des transferts n'a fonctionné. Aucun. Donc, à 2 semaines du transfert, on doit faire une prise de sang, justement ces fameux bêta-HCG qui vont dire si on est enceinte ou pas. Et à chaque fois, ça a été négatif. Mais entre les transferts, il y a eu d'autres grossesses qui sont arrivées totalement naturellement et qui ont été des fausses couches en fait. Voilà, donc à un moment, les émotions sont à vif, on pleure tous les soirs. Étant très très croyante, j'ai décidé de garder le cap et de continuer de croire que c'était le plan de Dieu, que je devais passer par là pour une raison que je ne comprenais pas pour l'instant, mais que je comprendrais, que je finirais par comprendre, et j'ai tenu bon. Et donc, j'ai compris dans mon cheminement qu'il fallait absolument que je change ma perception, que je change la perception que j'avais de moi-même. Il fallait que j'arrête de croire que j'étais une femme infertile, mais que je commence à croire que j'étais une bonne mère, une femme féconde, une femme fertile, et que je serais en capacité d'élever des enfants. Donc, j'ai commencé à me répéter ça tous les jours que Dieu fait. Les affirmations. Voilà. Et j'ai changé la façon que j'avais de penser qui j'étais. Voilà. Parce que j'avais tellement répété aussi que je ne voulais pas d'enfant, parce que ça aussi, ça parle d'une histoire. Je pensais que je finirais ma vie seule et que j'aurais jamais personne dans ma vie. Donc, le désir d'enfant, c'était se faire souffrir. Donc, à un moment, j'avais décidé que je voulais plus d'enfants, puisque de toute façon, je finirais seule. Donc, pourquoi me faire souffrir? Donc, tout ça, il fallait débloquer tous ces verrous que je m'étais moi-même mis dans la tête. Bon, l'aide de Dieu, voilà. Je me suis répété ces affirmations-là. Et puis, en mars 2015, en février 2015, je suis tombée enceinte. Quelle grâce! Je suis tombée enceinte. Et là, je fais une fausse couche. Et là, je me fâche. Je me fâche contre tout ce qui peut exister. Et j'ai changé ma mentalité. J'ai prié. J'ai fait ce qu'il fallait. On est sorti des comment on dit ça? Vous aviez mis de côté la PMA à ce moment-là? Si, c'est-à-dire que tous les transferts avaient été faits. C'était soit on recommençait tout le processus. D'accord. Ou soit on attendait, ou on arrêtait de vouloir. J'ai même eu une personne que j'aime beaucoup qui m'a dit « Peut-être que tu devrais faire le deuil de la maternité ». Et elle a voulu juste... Je n'étais pas méchante. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une personne qui m'aime terriblement. Elle a juste voulu... C'était une façon... Il n'est pas facile pour l'entourage de trouver les bons mots.
Mais ça m'a fait mal quand même. Ça m'a fait mal parce que ça m'a fait mal. Ça m'a juste fait me dire qu'il était impossible que je fasse le deuil de ça. Il était impossible que je n'ai pas d'enfant. Non, pour moi, c'était impossible. Donc après cette fausse couche et cette colère que tu as eu à cet instant T, j'ai dit à Dieu, faut faire un bité, il faut ouvrir un pot de moi. Pardon, mais j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, et croyante que je suis entrée dans une phase de jeûne et de prière. J'ai changé encore des choses dans ton mode de fonctionnement. Oui, dans mon hygiène de vie aussi. Donc là, j'ai mis en place, mon Dieu, des bains dérivatifs. J'ai mis en place des choses, je me suis dit non, voilà. Et puis j'ai eu un verset que j'ai senti s'adresser à mon cœur directement. Je vais faire une chose et je vais la faire promptement. Donc là, on était en février après la fausse couche. En mars 2015, je suis rentrée. Je suis tombée de nouveau enceinte et je tiens mon fils dans les bras qui a 5 ans. Voilà. Et mon bébé c'était la fin heureuse de toute cette histoire. Une grossesse qui s'est bien passée. Une grossesse qui s'est passée à merveille. Les nausées, des choses dont on ne se plaint plus quand on est passé par là. Mais je m'en suis plaint quand même. Et voilà, et j'ai eu mon fils, petit garçon qui est né par césarienne parce qu'il voulait rester dans le ventre de sa mère. Du coup, il a dépassé le terme, et tout s'est bien passé. Et c'est un enfant qui est venu naturellement sans PMA. Avec la grâce, il est venu naturellement et sans PMA. Suivi quelques années plus tard. Quelques années. Si, quand même. On a attendu. C'est-à-dire que j'ai allaité mon fils 18 mois. Et puis ensuite, 6 mois après, j'ai eu de nouveau... j'ai eu mes règles 2 semaines après. 6 mois après, j'étais enceinte de ma fille. Et mon mari m'a dit, chérie, tu viens, on va faire un bébé. Oh, c'est très beau. Et elle était là. Trop mignon. Voilà. Il a toujours, pendant cette période justement un peu trouble, où justement après cette fameuse fausse couche où tu étais en colère, est-ce que tu as eu l'impression d'être toute seule dans ta bulle, ou est-ce que vous étiez deux à affronter cette... J'ai pas beaucoup parlé de lui parce que j'ai décidé, moi, de ne pas me cacher, mais il a le droit, lui, de ne pas vouloir qu'on parle de lui. Mais mon mari a été là à chaque instant, chaque étape. Mon mari a souffert pour moi et je l'ai réalisé par la suite parce que mon désir d'enfant n'est pas mort. Et quand je le lui soumets, il me fait bien comprendre que me voir souffrir, il ne veut plus. Il me dit qu'effectivement, la femme souffre dans son corps, en plus de souffrir dans sa tête, et que lui, il se devait d'être fort parce que justement, je vivais dans mon corps des choses que lui ne vivait pas et qu'il essayait de comprendre, mais ne les vivant pas, il ne pouvait pas les comprendre vraiment, mais qu'il ne voulait pas revivre ces choses-là. Et puis, ma deuxième grossesse a été entachée d'une chose un peu particulière, c'est que mon bébé a risqué d'être... alors, c'est RCIU, ça veut dire retard de croissance intra-utérin. Donc, mon bébé était trop petit. Donc, ça veut dire risque de prématurité. Avec la prématurité vont les problèmes respiratoires qui peuvent survenir, et je ne cite que ça. Mais mon bébé a couru ce risque-là. Et donc, là encore, il y a eu des prières qui sont montées, les bonnes prières sont montées. Et en fait, mon bébé, quand j'ai... Voilà. Je peux témoigner, il est vivant. Il est bien vivant. Oui. Et donc, c'est un cheminement. Je n'ai pas été seule parce que j'ai eu mon mari à côté de moi, mais c'est un cheminement aussi qui m'a donné de me rapprocher de Dieu parce que je suis croyante et que c'est normal pour moi d'en parler. Mais qui m'a donné de comprendre que je n'étais définitivement pas seule, quoi. Donc voilà, j'ai 2 enfants qui ont 5 et 3 ans. Et je ne désespère pas d'en avoir un 3e. Ça, c'est autre chose. Il va falloir convaincre le mari dans ces cas-là. Alors, pour toutes les femmes qui passent par ce type d'épreuve, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Parce qu'il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Et je le sais parce que je suis, justement, comme je disais, mon métier, me met face à ces femmes-là. Et moi, il n'y en a pas une que je laisse passer sans témoigner de ce que j'ai vécu. Il n'y en a pas une qui n'a pas entendu parler de ce que j'ai vécu. Parce que pour moi, le désir d'enfant est propre à chaque femme, mais c'est tellement intense et aucune femme ne devrait avoir expliqué pourquoi elle veut des enfants. Ça, c'est ma conviction propre. Ou pourquoi elle n'en veut pas. Ou pourquoi elle n'en veut pas, on est d'accord. Je suis aussi très, très en accord avec cette vision-là. Qu'est-ce que je conseillerais à ces femmes-là?
Dieu a un plan. Quand ça prend du temps, c'est pour une raison. Il y a un verset auquel je crois beaucoup qui dit que si la bénédiction tarde, attends-la. Parce que dans ce type de cheminement, on grandit. C'est-à-dire que mon mari, moi, ça nous a soudés. Et je dis à ces femmes-là qu'il faut utiliser cette expérience-là pour que le couple, qui va être ensuite un couple parental, pour que le couple soit renforcé. Parce qu'un enfant qui arrive dans un couple peut dévaster le couple. La vérité, c'est qu'après 1 mois après la naissance de mon fils, mon mari et moi, on s'est dit, après avoir vécu tout ça, mais est-ce qu'on a bien fait d'avoir un enfant ? Parce que c'était... Alors autant la grossesse s'était bien passé, mais le premier mois de cet enfant-là, ça a été des réveils intempestifs toutes les 30 minutes. Donc la fatigue... je me dis, mon Dieu, mais est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ? Est-ce qu'on a fait ? On a tellement tout fait pour avoir un enfant. Peut-être que c'est parce qu'on ne devait pas en avoir. Vraiment. Mais moi, je pense que ça peut... Celles qui prennent la décision d'aller jusqu'au bout doivent assumer le fait que cet enfant arrivera, mais qu'il n'arrivera peut-être pas. Parce qu'il peut ne pas arriver en dépit de toutes les recherches, tous les essais. Je me rappelle que dans mon cheminement PMA, j'avais été confrontée à une femme qui était dans sa 42e année, en sachant qu'en France, si je ne me trompe pas, la femme ne peut aller que jusqu'à 43 ans pour pouvoir bénéficier de la PMA en France. Et la femme, ça faisait 10 ans qu'elle essayait d'avoir un enfant. 10 ans. Et je ne l'ai pas revue, donc je ne sais pas ce que ça a donné à la fin. Mais mon histoire, moi, c'est 4 ans d'une PMA qui n'a pas fonctionné et 2 bébés ensuite. Mais l'histoire de cette femme-là, ça a été 10 ans où elle me disait mais que ça fait 10 ans qu'elle essaye. Donc, je n'ai pas la prétention d'avoir les mots pour ces femmes-là, mais c'est pas un combat. Je suis contre l'idée aussi de se battre. C'est un mot négatif. Voilà. C'est un cheminement. Et il faut savoir à chaque étape affronter sa peine, assumer sa tristesse et son désespoir des fois. Mais il faut savoir aussi réaliser qu'on devient plus fort parce que chaque épreuve rend plus fort. Je trouve que mon expérience parle peut-être d'elle-même. Je ne sais pas si j'ai vraiment les mots pour les conseiller. S'il fallait que je résume ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il faut avoir la foi. Oui. Avoir la foi et que ce qui est là pour toi, tu l'obtiendras. Et alors bon, c'est vrai, certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent l'univers, chacun l'appelle comme il veut, mais ce qui est là pour toi arrivera. Alors si elles arrivent justement à ces fameux 43 ans... Il faut aller en Espagne, non, je rigole. Il va falloir justement intégrer le fait que ça n'était pas écrit. Ou alors pas de cette façon. Parce que mon mari et moi, on a pensé à l'adoption. Ça restait une chose qu'on voulait faire, même si on avait des enfants de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que le désir d'enfant ne s'explique pas. Il y en a qui vont adopter des enfants et ça va leur suffire. Il y en a qui, après tout ce cheminement-là, vont avoir le sentiment de ne pas être assez aidés en France, ou ils vont arriver à 43 ans, ils vont aller dans un autre pays et faire les démarches, peut-être y arriver, en dépit de tout ce qui est éthique, ou pas, hein. C'est pas un jugement. Il y en a d'autres qui vont se dire, j'ai pas eu d'enfant, c'est que je ne devais pas en avoir. L'idée, c'est que quelle que soit la direction qu'on va prendre, les décisions qu'on va prendre, c'est d'être en accord avec ça. C'est de réussir à travers l'expérience qu'on a vécue, de réussir à être en paix. Parce que la pire des choses, c'est d'arriver, pour une femme en tout cas, là je vais me remettre dans cette position de femme, la pire des choses, je crois, pour une femme qui a désiré être mère, c'est d'arriver à un stade où elle ne peut plus avoir d'enfant, mais avoir encore un désir inassouvi. Je pense que quelle que soit la finalité, il faut que l'expérience aide à accepter le résultat, quel qu'il sera. Voilà. Absolument. Merci en tout cas pour cet échange et ces moments qui n'ont pas été simples, mais dont tu es ressortie très forte. Et comme j'ai dit au tout début, tu es une femme qui a choisi la lumière. Right. Alors justement, quelle est cette touche d'espoir que tu donnerais aux femmes en général, pas forcément celles qui ont ce problème de fertilité. Uh-huh. Je suis dans my state of mind, mon état d'esprit du moment, pardon, je me la raconte anglophone. Mon état d'esprit du moment, c'est qu'il est indispensable en tant que femme, et j'irai plus loin en tant que personne,
d'être qui on est, mais d'être toutes les facettes de qui on est. La touche d'espoir que je peux donner, c'est-à-dire que si tu es mère, sois cette mère-là, mais sois cette mère telle que tu entends être mère. Pas comme un tel et un tel t'auront dit d'être mère. Si tu décides d'être entrepreneur, sois-le, mais sois-le à fond, quel que soit ce que tu dois être, quel que soit ce qui sommeille en toi, ben fais-le se réveiller, fais cette chose-là se réveiller. C'est assez de rester caché, d'où l'idée justement que j'ai choisi la lumière. Il faut plus rester caché, il faut être soi. C'est ça ma touche, ma d'espoir. Mais j'espère qu'elles t'entendront. Avis que je partage. Alors, petit mot de la fin, c'est ce premier épisode de ce podcast. Quand on te dit de femme à femme, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? J'ai toujours pensé, j'ai toujours une petite intro dans ce que je vais dire. J'ai toujours pensé que les expériences que moi je vivais pouvaient apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. J'ai pas de problème à raconter des choses de ma vie en fait, parce que je sais que ça peut servir à quelque chose. Mais de femme à femme, c'est ça. C'est que ce que je vis peut apporter quelque chose à quelqu'un, et ce que quelqu'un d'autre vivra en l'écoutant, en le voyant, ça m'apportera quelque chose à ma vie. Si je suis dans un questionnement constant, si je regarde cette personne et que je me dis avec un regard bienveillant, c'est indispensable, et que je puisse me dire qu'est-ce que cette personne-là peut être comme valeur ajoutée à ce que je vis. Et donc j'entends par là, de femme à femme, des femmes qui sont des valeurs ajoutées à des vies d'autres femmes. Je te remercie grandement parce que je crois qu'elle parle mieux que moi du podcast. Merci beaucoup Vanessa en tout cas d'avoir accepté mon invitation, d'avoir été ma première invitée. Avec plaisir. J'en suis vraiment honorée. Et la superbe maman que tu es, je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube de Femme à Femme pour ne manquer aucun épisode. Ce podcast est également disponible sur un grand nombre de plateformes. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles et surtout partagez. Si vous souhaitez témoigner, envoyez-moi un message à l'adresse mail qui figure dans la description. À mardi prochain. En attendant, prenez soin de vous.